La baleine bleue est l'animal le plus grand ayant jamais existé sur Terre. Elle dépasse en taille tous les dinosaures connus. Un adulte peut mesurer plus de 30 mètres de long. Certains rapports mentionnent des spécimens approchant les 33 mètres. Le poids peut dépasser 150 tonnes. Seul son cœur pèse comme une petite voiture. Elle appartient au groupe des baleines à fanon. Elle n'a pas de dents. À leur place, elle possède des lamelles de kératine appelées fanons. Avec elles, elle filtre la nourriture de l'eau. Elle se nourrit presque exclusivement de krill, de petits crustacés qui forment des bancs denses dans des zones froides et productives. En une seule bouchée, elle peut avaler plusieurs tonnes d'eau chargée de krill. Puis elle ferme la bouche et expulse l'eau, piégeant la proie dans les fanons. Son corps est parfaitement adapté à ce mode de vie. La gorge possède des plis qui se dilatent comme un accordéon. Le corps est allongé et hydrodynamique. La queue large génère une énorme puissance à chaque battement de nageoire. Malgré sa taille, elle peut atteindre des vitesses proches de 20 à 25 km/h sur de courts trajets. Les baleines bleues habitent tous les océans. Il existe des populations dans l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien et l'Austral. Ce sont des animaux migrateurs. Elles parcourent des milliers de kilomètres chaque année. Elles recherchent des eaux riches en krill pour se nourrir et des zones plus tempérées pour se reproduire. Beaucoup de ces routes ont été reconstituées grâce à des balises satellitaires fixées sur la peau et à l'analyse de photographies des nageoires et des taches. Leurs vocalisations sont également impressionnantes. Elles produisent des sons très graves en dessous de la gamme audible par l'oreille humaine. Ces chants peuvent parcourir des centaines de kilomètres sous l'eau. Ils sont utilisés pour communiquer, se coordonner et peut-être pour s'orienter sur de grandes distances. Les hydrophones au fond de la mer enregistrent leurs appels et permettent d'estimer où elles se trouvent et combien elles sont nombreuses. Au cours du XXe siècle, elles ont été chassées intensivement. L'industrie baleinière a réduit leur population jusqu'à les laisser au bord de l'effondrement. Depuis l'interdiction de la chasse commerciale, certaines populations montrent des signes de récupération. D'autres restent à des niveaux très faibles. Les principales menaces actuelles sont les collisions avec les navires, le bruit sous-marin, les filets de pêche et les changements dans la répartition du krill dus au réchauffement climatique. Les caméras permettent aujourd'hui de mieux mesurer leur taille, leurs conditions physiques et leur comportement. Les drones et les équipements sous-marins offrent une vision plus complète de leur vie quotidienne. Pourtant, elles restent des animaux difficiles à étudier en raison de leur longue migration et de leur préférence pour les zones éloignées des côtes. 9. Aguamar ou méduse pulmo. La dite aguamar, également connue sous le nom de méduse pulmo ou Rhizostoma pulmo, est l'une des plus grandes et fréquentes méduses de la Méditerranée. Son ombrelle, le capuchon supérieur, peut dépasser 60 à 80 cm de diamètre. Certains spécimens approchent le mètre. Le corps est dense et lourd. Il peut peser plusieurs kilos. C'est une siphoméduse. Elle n'a pas de longs tentacules comme d'autres méduses. Sous la cloche se regroupent de longs bras oraux lobés. Ces bras se divisent en multiples sections qui créent une masse compacte avec des milliers de cellules urticantes. Elle se nourrit en filtrant le plancton, les œufs et les petits organismes qui restent piégés au contact. Elle préfère les eaux côtières et semi-fermées. Elle est commune en Méditerranée et dans les mers adjacentes. On l'observe dans les baies, golfs et lagunes connectés à la mer. Elle tolère de larges plages de température et de salinité. Cette flexibilité lui permet de prospérer dans des zones altérées par l'activité humaine. Ces floraisons massives ont augmenté ces dernières décennies. Dans le nord de l'Adriatique, par exemple, des événements ont été enregistrés avec des densités de plus de 10 méduses par mètre carré, visibles depuis les satellites et les drones comme un tapis continu sur la mer. Ces concentrations affectent le tourisme, la pêche et les infrastructures côtières. Les causes de ces augmentations ne sont pas simples.
le réchauffement de l'eau avance et prolonge la saison reproductive. Les hivers doux favorisent la survie d'un plus grand nombre de méduses adultes. La surpêche réduit le nombre de prédateurs et de concurrents se nourrissant du même plancton. Les apports de nutriments provenant des rivières et des villes côtières stimulent la production primaire, ce qui augmente à son tour la nourriture disponible pour les méduses. Le cycle de vie contribue à ces explosions. La phase visible est la méduse adulte. Mais il existe une phase benthique, le polype, qui reste attaché au substrat. Les polypes se multiplient de façon asexuée et, dans certaines conditions, libèrent de nombreuses petites méduses juvéniles. Un seul patch de polypes peut produire des milliers d'individus en peu de temps. La toxicité pour l'homme est modérée. Ces piqûres peuvent être douloureuses et irritantes, mais mettent rarement la vie en danger. Cependant, la pression qu'elles exercent sur les filets, les prises d'eau des centrales et les élevages de poissons peut être considérable. Les bateaux de pêche sont parfois obligés de rendre leurs filets inutilisables à cause du poids des aguamars piégés. Les caméras ont été essentielles pour mesurer ces phénomènes. Les images aériennes montrent des taches compactes le long de kilomètres de côte. Les enregistrements sous-marins révèlent des colonnes denses de corps gélatineux de la surface jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. 8. Poulpe géant du Pacifique. Le poulpe géant du Pacifique est le plus grand poulpe connu. Son nom scientifique est Enteroctopus dowleyni. Il peut atteindre en moyenne entre 3 et 5 mètres d'envergure d'un bras à l'autre. Le poids habituel se situe entre 20 et 50 kg. Mais des spécimens beaucoup plus grands ont été enregistrés. Il existe des rapports d'individus de plus de 9 mètres d'envergure et d'environ 270 kg, bien que ce soit des cas exceptionnels. Il vit dans les eaux tempérées et froides du Pacifique Nord, de la Californie à l'Alaska et le long des côtes de la Russie et du Japon. Il préfère les fonds rocheux, les grottes et les zones avec des fissures où il peut se réfugier. Il se déplace depuis les eaux peu profondes, de quelques mètres, jusqu'à des profondeurs supérieures à 1000 mètres. Son corps est mou, sans squelette interne ni externe. La seule partie rigide est le bec, semblable à celui d'un perroquet. Cela lui permet de passer à travers des trous très petits. Un grand poulpe peut traverser une ouverture de quelques centimètres seulement si le bec y passe. Chacun de ses 8 bras est couvert de ventouses. Ces ventouses possèdent des chimiorécepteurs. Elles ne servent pas seulement à saisir, mais aussi à goûter ce qu'elles touchent. C'est un prédateur actif. Il se nourrit de crabes, homards, bivalves, poissons et autres invertébrés. Il peut percer avec le bec des coquilles dures et appliquer une toxine légère qui aide à immobiliser la proie. Des attaques sur de petits requins et des oiseaux marins pris près de la surface ont également été documentées. Son intelligence se distingue parmi les invertébrés. Il expérimente, apprend de l'expérience et résout des problèmes. En laboratoire, on l'a vu ouvrir des bocaux, manipuler des serrures et suivre de simples labyrinthes. En mer, cette capacité se traduit par une exploration constante. Il manipule des objets, vole des proies dans des pièges de pêche et examine caméras et équipements de plongée. Les images sous-marines ont révélé plusieurs caractéristiques clés. L'une est la capacité de camouflage. Le poulpe change de couleur et de texture en une fraction de seconde. Sa peau contient des chromatophores et des muscles qui modifient le motif et le relief. Ainsi, il imite des roches, des algues ou du sable. Une autre caractéristique est sa curiosité envers les caméras. De nombreuses vidéos virales existent parce que le poulpe s'approche, tend un bras et prend l'équipement comme s'il s'agissait d'une proie ordinaire. Son cycle de vie est court. Il vit de 3 à 5 ans. Le mâle meurt peu après l'accouplement. La femelle pond des dizaines de milliers d'œufs dans un abri protégé. Elle en prend soin pendant des mois, en nettoyant et en oxygénant la ponte. Elle ne se nourrit pas durant cette période. Elle meurt peu après l'éclosion des jeunes.
l'espèce fait face à des menaces liées à la pollution, à la pêche accessoire et au réchauffement des océans. Cependant, dans de nombreuses régions, elle reste relativement commune. Pour les plongeurs et les caméras, elle représente une rencontre impressionnante. Un animal grand, flexible, capable de changer de forme et d'interagir avec son environnement. 7. Siphonophore. Un siphonophore n'est pas un seul animal. C'est une colonie de nombreux individus minuscules appelés zooïdes. Chaque zooïde est spécialisé dans une fonction. Certains s'occupent de la flottabilité, d'autres de la propulsion, d'autres de la digestion et de la reproduction. Tous partagent le même matériel génétique et restent unis, formant une structure allongée qui, dans son ensemble, se comporte comme s'il s'agissait d'un seul organisme. Certaines espèces du genre Apolemia peuvent atteindre des longueurs extrêmes. En 2020, un siphonophore observé au large de l'Australie a été estimé à environ 45 mètres de long, enroulé en spirale dans la colonne d'eau, ce qui le placerait parmi les animaux les plus longs enregistrés. La plupart du temps, ces organismes sont aussi fins qu'une corde. Sans contraste approprié et sans éclairage artificiel, ils sont presque invisibles à l'œil humain. Ils habitent principalement en pleine mer, loin des côtes. Ils sont typiques de l'océan profond et de la zone mésopélagique, bien que certaines espèces puissent s'approcher de la surface la nuit. Ils font partie du zooplancton gélatineux et se déplacent grâce à des contractions coordonnées des zooïdes natatoires. Certains siphonophores contrôlent leur flottabilité avec des vésicules remplies de gaz. Leur mode d'alimentation est passif mais efficace. Ils étendent des filaments chargés de cellules urticantes, semblables aux tentacules des méduses. Ces filaments forment une sorte de rideau collant dans la colonne d'eau. Tout petit poisson, crustacé ou organisme planctonique qui le traverse reçoit une décharge de nématocystes et est immobilisé. Ensuite, d'autres zooïdes s'occupent d'ingérer et de digérer la proie. Les caméras des véhicules télécommandés, ROV, ont été essentielles pour les documenter. Sans ces plateformes, la plupart des siphonophores géants passeraient inaperçus. Les ROV permettent de suivre le corps sur des dizaines de mètres, d'enregistrer les détails des zooïdes et d'estimer leur longueur totale. Les images ont montré que bien souvent, l'animal se dispose en spirale ou en longues lignes ondulantes, occupant un volume d'eau bien plus grand que ne le suggérerait son épaisseur. Les observations d'apparitions massives sont également importantes. Certaines années, de grandes concentrations d'Apolemia uvaria ont été décrites dans des zones de l'Atlantique Nord-Est et des mers européennes, associées à des changements dans les courants et les masses d'eau. Ces événements rappellent que le zooplancton gélatineux peut atteindre une biomasse considérable, même s'il est presque transparent. En termes d'impact direct sur l'homme, les siphonophores n'ont pas la réputation des espèces côtières comme la caravelle portugaise. Cependant, leur rôle écologique est important. Ils transforment de grandes quantités de plancton en biomasse gélatineuse. Ils servent de nourriture aux poissons, tortues et autres prédateurs des profondeurs. De plus, à leur mort, leur corps contribue à la neige marine, transportant du carbone vers le fond de l'océan. Ce type de gigantisme colonial montre qu'un organisme marin n'a pas besoin d'être compact ou rigide pour dominer l'espace. La créature peut être une ligne presque invisible qui s'étend sur des dizaines de mètres. 6. Corail colossal. Un corail est un animal, pas une roche ni une plante. Chaque tête de corail est formée de milliers ou de millions de petits polypes. Chaque polype est un petit sac avec des tentacules qui capturent le plancton et sécrètent du carbonate de calcium. Avec le temps, ces squelettes s'accumulent et forment des structures massives. Les coraux constructeurs de récifs appartiennent pour la plupart au groupe des coraux durs ou scléractiniaires. Des genres comme Porrits et Favia peuvent produire des colonies géantes. Dans des lieux comme la Grande Barrière de Corail et les Samoa américaines, des têtes de porrites de plus de 6 mètres de haut et de plus de 20 mètres de circonférence ont été décrites, comme la célèbre Big Momma.
Ces structures ont un âge estimé à plusieurs siècles. Chaque année, les polypes ajoutent une fine couche de carbonate de calcium au squelette. Ainsi, une colonie peut croître de quelques millimètres en hauteur par an. Mais en maintenant ce rythme pendant des centaines d'années, elle finit par former de véritables blocs vivants. Des études sur des carottes prélevées dans ces coraux montrent des anneaux de croissance qui enregistrent les changements de température, de salinité et de chimie de l'eau sur des siècles. Le corail devient une archive climatique. Bien qu'il paraisse comme une masse unique, il reste des colonies. Chaque polype abrite en son sein des microalgues symbiotiques, appelées zooxanthelles. Ces algues effectuent la photosynthèse et fournissent au corail une grande partie de son énergie. En échange, elles reçoivent protection et nutriments. Cette relation explique pourquoi de nombreux coraux massifs se concentrent dans des eaux claires et peu profondes, où la lumière est suffisante. Les coraux géants apportent de la structure aux récifs. Leur volume crée des refuges, des barrières et des labyrinthes pour les poissons, les invertébrés et d'autres organismes. Dans des zones comme la Grande Barrière de Corail, les récifs construits par des millions de colonies couvrent des centaines de milliers de kilomètres carrés. Sans ces blocs vivants, le relief sous-marin serait beaucoup plus simple et pauvre en habitat. Aujourd'hui, ces colonies font face à des menaces importantes. Le réchauffement de l'eau provoque des épisodes de blanchissement. Lors de ces épisodes, les zooxanthelles sont expulsées ou meurent, et le corail perd sa couleur et son énergie. Si les conditions ne s'améliorent pas, la colonie peut mourir. L'acidification des océans, la pollution et les tempêtes intenses érodent également leur structure. Pourtant, de nouveaux récifs élevés ont été documentés comme découverts dans la Grande Barrière, certains dépassant 400 mètres de hauteur depuis la base, démontrant qu'il y a encore croissance et surprise. 5. Méduse Nomura. La méduse Nomura, Nemopilema nomurae, est l'une des plus grandes méduses du monde. Sa cloche peut atteindre environ 2 mètres de diamètre et un poids allant jusqu'à 200 kg, similaire à une personne adulte très corpulente. Elle croît avec une extrême rapidité. En environ 6 mois, elle passe de la taille d'un grain de riz à un dôme plus grand que la taille humaine. Elle habite principalement les mers marginales de l'Asie de l'Est. Elle est typique de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et de la mer du Japon. Là, elle se déplace avec les courants, mais son cycle de vie reste ancré sur les côtes chinoises et coréennes, où les polypes benthiques se fixent sur des structures dures, naturelles ou artificielles. Lorsque les conditions sont favorables, des floraisons massives se produisent. Depuis la fin du XXe siècle, des explosions de population de plus en plus fréquentes ont été documentées, avec des pics notables entre 2002 et 2009. Au cours de ces années, la densité dans certaines zones a été des dizaines à des centaines de fois supérieure à la normale. En 2009, un bateau de pêche japonais d'environ 10 tonnes a chaviré en essayant de hisser un filet rempli de méduses Nomura. La charge supplémentaire a dépassé la stabilité du navire. Les dommages économiques peuvent être énormes. Entre 2005 et 2006, les floraisons de N. nomurae ont causé des pertes estimées à environ 270 millions de dollars pour la pêche japonaise, en rompant des filets, en détruisant les prises et en entravant l'activité dans des zones clés. Les méduses obstruent également les prises d'eau dans les centrales électriques et l'aquaculture, entraînant des arrêts forcés et la mortalité dans les cages à poissons. Les causes de ces floraisons sont multiples. Les études indiquent l'augmentation de la température de la mer, l'eutrophisation côtière, la modification du littoral et la surpêche comme facteur favorable à Nemopilema nomurae. Moins de prédateurs et de compétiteurs, plus de nourriture planctonique et plus de surface dure pour que les polypes s'attachent, créent le scénario idéal pour un boom gélatineux. Sur le plan écologique, elles consomment de grandes quantités de zooplancton et d'œufs de poisson. Pendant les floraisons,
La pression alimentaire peut égaler ou dépasser la production locale de zooplancton, altérant des chaînes trophiques entières. En même temps, elle sert de nourriture aux tortues luttes, aux poissons lunes, aux thons et à certains grands poissons pélagiques. Mais dans de nombreux épisodes, sa biomasse dépasse de loin la capacité de consommation de ses prédateurs. Les images sont essentielles pour comprendre sa véritable échelle. Les photographies avec des plongeurs montrent comment un seul spécimen peut mesurer la taille d'une personne et occuper presque tout le cadre. Les prises depuis des bateaux révèlent des surfaces marines couvertes de centaines ou de milliers de cloches roses, au point de transformer chaque lancer de filet en une masse gélatineuse difficile à gérer. Ces enregistrements ont aidé à quantifier les densités, les routes de dispersion et l'évolution des poussées d'année en année. 4. Le mérou Goliath. Le mérou Goliath, Epinephelus itajara, est l'un des plus grands poissons osseux de récifs de l'Atlantique. Il peut dépasser 2,5 mètres de longueur et 300 kg de poids. Certains rapports mentionnent des spécimens proches de 360 kg. Son corps est robuste, avec une tête large, une bouche énorme et des mâchoires puissantes. Le motif de couleur est tacheté, brun verdâtre ou jaunâtre, avec de petites taches sombres. Il habite les eaux tropicales et subtropicales de l'Atlantique occidental. On le trouve de la Floride et du golfe du Mexique jusqu'au Brésil, y compris les Caraïbes. Il existait également des populations dans l'Atlantique oriental et le Pacifique oriental, aujourd'hui très réduites ou absentes dans de nombreuses zones. Il préfère les récifs, les épaves, les mangroves et les structures dures proches du littoral, de la surface jusqu'à environ 50 mètres de profondeur. C'est un prédateur d'embuscade. Il reste immobile près du fond et utilise sa bouche gigantesque pour créer une aspiration rapide lorsqu'une proie passe à proximité. Il se nourrit de poissons à mouvement lent, de crustacés, de poulpes et occasionnellement de petits requins. Sa taille et sa force lui permettent de dominer une grande partie de la faune qui partage son habitat. Il a une croissance lente et une longévité élevée. Il peut vivre plus de 30 ans et met plusieurs années à atteindre la maturité sexuelle. De plus, il forme des agrégations de frais prévisibles, où des dizaines, voire plus d'une centaine d'individus se rassemblent à des points spécifiques du récif pendant des semaines. Ces concentrations, enregistrées devant la Floride et dans d'autres régions, l'ont rendu extrêmement vulnérable à la pêche intensive. Pendant des décennies, il a été ciblé par la pêche sportive et commerciale. La capture systématique des adultes de grande taille a réduit les populations à des niveaux critiques dans une grande partie de son aire de répartition. Aux États-Unis, sa pêche dans les eaux fédérales a été interdite en 1990. Au Brésil et dans d'autres pays, des interdictions totales ou partielles ont été appliquées dans les années suivantes. Malgré ces mesures, des études récentes indiquent que l'espèce reste classée comme vulnérable au niveau mondial et très menacée dans certaines régions, en raison de la pêche illégale et de la perte d'habitat. Les agrégations de mérou Goliath sont devenues une attraction importante pour la plongée. Dans certaines zones de Floride, entre août et octobre, des dizaines d'individus de grande taille se concentrent autour des épaves et des structures artificielles. Les plongeurs et les caméras documentent ces rencontres, où plusieurs poissons de plus de 2 mètres nagent autour du même point. Ces observations aident à localiser les sites clés pour la reproduction et à évaluer si les populations se rétablissent ou diminuent à nouveau. 3. Le requin du Groenland. Le requin du Groenland, Somniosus microcephalus, est l'un des plus grands requins de l'Atlantique Nord. Les adultes mesurent généralement entre 4 et 5 mètres, mais des spécimens de plus de 6 mètres de long et pesant plus de 1000 kg ont été enregistrés. Il vit dans les eaux froides de l'Atlantique Nord et de l'Arctique. Il a été observé autour du Groenland, de l'Islande, du Canada et de la Norvège. Il préfère les températures proches du point de congélation. Il peut se déplacer de la surface jusqu'à plus de 2000 mètres de profondeur.
De nombreuses observations proviennent de la pêche accidentelle et de véhicules télécommandés dans les zones profondes. Il est célèbre pour sa longévité. Des études au radiocarbone sur les protéines du cristallin de l'œil estiment que ces requins peuvent vivre au moins 250 ans et peut-être jusqu'à 400 ou 500. L'exemplaire le plus grand analysé, une femelle d'environ 5 mètres, avait un âge estimé entre 272 et 512 ans. Même en prenant la valeur la plus basse, il est considéré comme le vertébré le plus longévif connu. La croissance est très lente, moins d'1 centimètre par an. Son métabolisme est également exceptionnellement bas. Il nage à des vitesses d'environ 1 à 2 km par heure. Cette lenteur correspond à la température de l'eau qu'il habite et à la rareté de la nourriture en profondeur. De nombreux individus présentent des parasites dans les yeux, comme des copépodes qui se fixent à la cornée et peuvent les rendre presque aveugles. Pourtant, l'odorat compense la vision limitée. Son régime alimentaire est varié. Il consomme des poissons, d'autres requins et une large gamme de charognes marines. Dans les estomacs analysés, on a trouvé des restes de phoques, de rennes et même de chevaux, probablement des animaux tombés à la mer et utilisés comme charognes. Son rôle de charognard de grande taille aide à recycler la biomasse dans des régions éloignées de l'océan. Pendant des siècles, il a été exploité pour son huile de foie, utilisée comme combustible pour les lampes et comme lubrifiant. Sa chair est toxique si elle est consommée fraîche, en raison de composés azotés tels que l'oxyde de triméthylamine. En Islande, elle est consommée après un processus de fermentation et de séchage qui réduit cette toxicité. La combinaison d'une longue vie, d'une maturité sexuelle tardive et d'une croissance lente rend l'espèce vulnérable à la surexploitation. Toute augmentation de la capture peut mettre des siècles à se refléter dans un rétablissement complet. Pour cette raison, de nombreuses juridictions ont limité ou interdit la pêche ciblée. Les caméras le montrent comme un géant discret. Corps robuste, peau grise tachetée, mouvement lent sur des fonds sombres. Contrairement à d'autres requins plus actifs, ce prédateur semble se déplacer sans hâte dans un paysage presque immobile. 2. Le poisson-lune. Le poisson-lune, Mola mola, est l'un des plus grands poissons osseux du monde. Un adulte moyen peut mesurer près d'1,8 m de long, avec une hauteur d'environ 2,5 mètres. Les plus grands spécimens enregistrés atteignent plus de 3 mètres de longueur, plus de 4 mètres de hauteur et un poids proche de 2,3 tonnes. Son corps est presque un disque. Il est fortement comprimé latéralement et se termine par une structure arrondie appelée clavus, qui remplace la queue traditionnelle des autres poissons. Le squelette est en grande partie cartilagineux, malgré le fait qu'il s'agisse d'un poisson osseux. Cela réduit le poids structurel et permet d'atteindre des tailles que d'autres poissons aux eaux denses ne peuvent soutenir. Il vit dans les eaux tempérées et tropicales de tous les océans. C'est un poisson pélagique. Il se déplace entre la surface et des profondeurs supérieures à 1500 mètres, bien que la majorité des observations se produisent près de la surface, où il est souvent vu allongé sur le côté. Ce comportement est interprété comme de la thermorégulation, une exposition au soleil après des plongées profondes ou la recherche d'oiseaux qui le débarrassent des parasites externes. Son régime alimentaire est principalement composé d'organismes gélatineux, méduses, siphonophores et autres invertébrés mous. Il consomme également de petits poissons, des calmars, des crustacés et du zooplancton. Pour maintenir une masse corporelle aussi importante avec des proies peu énergétiques, il doit se nourrir presque en continu. La biologie du poisson-lune est encore loin d'être complètement connue. De nombreux aspects de sa reproduction et de ses migrations restent flous. On sait qu'il peut produire un nombre extraordinaire d'œufs. Une femelle peut en libérer plusieurs centaines de millions en une seule saison. Les larves sont minuscules et épineuses, très différentes de l'adulte, et passent par des stades planctoniques avant de grandir et d'adopter la forme caractéristique en disque.
Les caméras ont permis de le suivre plus longtemps en haute mer et de confirmer sa présence régulière dans certaines zones, comme au large de la Californie, du Japon ou des îles de l'Atlantique. Les balises satellitaires révèlent des mouvements verticaux quotidiens, avec des plongées profondes suivies de retours en couche superficielle pour récupérer la température. Ces données aident à comprendre dans quel niveau trophique il s'insère et comment il utilise différentes couches de la colonne d'eau. En termes de conservation, l'espèce est considérée comme vulnérable. Les captures accidentelles dans les filets dérivants et les palangres sont courantes. Elle subit également des collisions avec des bateaux et des enchevêtrements dans les déchets flottants. La combinaison d'une croissance relativement lente, d'une production tardive de grands adultes et de la mortalité humaine fait que toute pression soutenue peut réduire les populations régionales. Ce poisson gigantesque illustre bien un schéma océanique, des formes corporelles étranges, des tailles extrêmes et une biologie encore incomplète malgré des milliers d'images enregistrées. Et pourtant, comparé à d'autres géants gélatineux des grands fonds, le poisson-lune est un vieil ami connu. 1. La méduse fantôme géante. La dite méduse fantôme géante, Stygiomedusa gigantea, est l'un des invertébrés les plus grands de l'océan profond. Sa cloche peut dépasser 1 mètre de diamètre et ses 4 bras oraux atteignent des longueurs allant jusqu'à 10 mètres, similaires à la longueur d'un bus scolaire. Il s'agit d'une méduse des eaux profondes, présente dans tous les océans du monde, sauf l'Arctique. Elle vit généralement dans la zone bathypélagique, entre 1000 et 4000 mètres de profondeur, bien que des individus aient également été observés à moins de 300 mètres lors de certaines expéditions récentes devant l'Antarctique et la côte de l'Argentine. Son anatomie diffère de l'image typique d'une méduse. Elle n'a pas de longs tentacules urticants. À leur place, elle possède 4 bras larges en forme de ruban ou de cerf-volant qui pendent de la cloche. Ces bras n'ont pas de cnidocytes spécialisés, mais fonctionnent comme un grand rideau collant. Avec eux, elle enveloppe et capture le plancton, les crustacés et les petits poissons qui passent trop près. La consistance du corps est extrêmement gélatineuse. Cette structure molle supporte des pressions supérieures à 5000 livres par pouce carré dans les profondeurs. Le tissu de la cloche est flexible. Il peut s'étirer plusieurs fois sa taille de base, ce qui lui permet probablement d'englober de grands volumes d'eau et de concentrer les proies à l'intérieur du rideau, formé par les bras. Malgré sa taille, les observations directes sont rares. Les institutions accumulant des décennies de plongée avec véhicules télécommandés n'ont rapporté que quelques observations confirmées. Un rapport du MBARI mentionnait seulement 9 observations en plus de 34 ans de campagne avec des milliers de plongées. Des études plus récentes estiment un peu plus d'une centaine de registres dans le monde entier, dont beaucoup recueillis ces dernières années grâce au ROV et à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Peu de choses sont connues sur son comportement provenant de ces enregistrements. Elle se déplace lentement avec la cloche orientée vers le haut et les bras pendant comme des voiles sombres. Parfois, elle a été observée proche de structures du fond et de concentrations d'autres organismes de l'océan profond. Aucun prédateur spécialisé n'est connu, bien que de gros poissons et d'autres invertébrés des profondeurs pourraient se nourrir d'individus juvéniles. Pour les humains, elle est inoffensive. Aucun impact direct sur la pêche ou le tourisme n'a été documenté, en partie parce qu'elle vit très loin de la surface. Son importance est écologique et scientifique. Elle représente une stratégie alimentaire différente au sein du groupe des méduses géantes. Au lieu de tentacules fins, une surface de capture large, lente et silencieuse. Son cas résume bien l'état actuel des connaissances sur les géants marins. Un animal de plus de 10 mètres de longueur totale, réparti dans tous les océans, qui a été vu en direct seulement quelques fois. L'existence d'une telle créature, connue presque uniquement par quelques minutes de vidéo, suggère que même après avoir filmé des baleines, des poissons, des poulpes, des méduses côtières, des coraux et des siphonophores géants,
l'océan recèle encore d'autres formes colossales qui ne se montreront que lorsqu'une caméra passera par hasard au bon endroit et au bon moment.